Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez me confirmer que vous m'entendez correctement, s'il vous plaît? Merci, merci, parfait. Donc, on continue donc notre partie sur l'optique géométrique. Donc, aujourd'hui, on va voir donc les lentilles minces et on fera quelques exercices à la fin sous forme de TD. C'est le TD numéro 4. Alors, le plan donc, de ma présentation, donc, on introduira un petit peu les lentilles minces. Qu'est-ce qu'une lentille? Qu'est-ce que ça veut dire mince? Ainsi de suite. Donc, on parlera de la relation de conjugaison qui lie la position de l'objet à la position de l'image et aux caractéristiques du système optique. On expliquera par la suite ce que c'est que cette notion de foyer image ou de point focal, ainsi que la distance focale image. La même chose pour l'objet. Qu'est-ce qu'un foyer objet? Qu'est-ce qu'une distance focale objet? Et on terminera par la notion de vergence et le théorème de la vergence. Bien sûr, à la fin, on fera quelques petites applications sur ce qu'on verra. Alors, comme introduction, bon, toujours la même chose. Donc, les animations, elles ne fonctionnent pas correctement puisqu'il y a une ancienne version de Microsoft Office. Alors, une lentille, c'est quoi? Donc, c'est l'association de deux dioptres dont l'un au moins est sphérique. Alors, le dioptre, c'est une surface de séparation entre deux milieux, comme le plan d'eau, comme la surface de séparation entre le verre et l'air. Ça, c'est un dioptre. Alors, ici, une lentille, c'est l'association de deux dioptres dont l'un au moins est sphérique. C'est-à-dire, on peut avoir une lentille avec un dioptre sphérique et un dioptre plan, ou bien deux dioptres sphériques. Alors, c'est quoi un dioptre sphérique? Ben, c'est comme le dioptre plan, c'est juste la forme qui change. Vous prenez par exemple le plan d'eau, c'est horizontal, vous avez un dioptre plan entre l'eau, par exemple d'une piscine, et l'air. Maintenant, si vous prenez une goutte d'eau, et si on suppose que cette goutte est sphérique, ben, la surface de séparation entre l'eau et l'air, elle est sphérique. Et ça vous donne un dioptre, mais sa forme, maintenant, elle est sphérique. Donc, le dioptre sphérique ou dioptre plan, c'est juste la forme qui change. Mais c'est toujours une interface entre deux milieux d'indices différents. Donc, la lentille, c'est l'association de deux dioptres dont l'un au moins est sphérique. Donc, un sphérique et un plan, par exemple, ou bien deux sphériques. Alors, il n'y a pas que les dioptres sphériques, on peut avoir aussi des dioptres cylindriques, toutes sortes de formes. Hein. Donc, mais ici, nous, on s'intéresse uniquement à la forme sphérique. Alors maintenant, on sait ce que c'est qu'une lentille. Que veut dire mince? Parce que les lentilles, on les classe entre lentilles normales, épaisses, on dit, et les lentilles minces. Les lentilles minces, leur formulation est simple, c'est tout. Donc, on les utilise comme début. Et si on veut compliquer, ben, on passe à ce qu'on appelle les lentilles épaisses, qui sont différentes. Leur formulation est différente. Bon, on commence par les lentilles minces, et c'est ce qui vous concerne uniquement. Vous, vous êtes concerné que par les lentilles minces. Alors, qu'est-ce que c'est que cette condition de minceur? Alors, une lentille est dite mince si son épaisseur E, qui est S1, S2, alors S1, S2, donc c'est, par exemple, ici, on a une lentille qui contient deux dioptres sphériques. Le premier, alors la lumière, elle vient toujours de la gauche, hein, sans que même si j'oublie de le dire, elle vient toujours de la gauche. Donc, le premier dioptre, c'est toujours celui qui est à gauche. Alors, le premier dioptre, il a un sommet S1 et le deuxième dioptre, il a un sommet S2. Alors, la condition de minceur, si vous voulez, c'est que cette distance S1, S2 est tellement petite qu'on va la négliger et on suppose que c'est S1, S2, c'est 0. Alors, bien sûr, ce n'est pas 0 au sens mathématique du terme, mais si vous voulez, cette épaisseur, elle est négligeable. Alors, négligeable devant quoi?
Alors, pour dire qu'une lentille est mince, il faudrait que S1, S2, c'est-à-dire cette épaisseur E, soit très petite devant R1, très petite devant R2 et très petite devant la différence même entre R2 et R1. Pour qu'on puisse utiliser la formulation des lentilles minces, il faut que l'épaisseur soit plus petite, très petite devant les rayons et devant leur différence. Alors, par exemple, vous pouvez prendre une épaisseur, exemple, hein, une épaisseur de 1 cm, vous prenez R1 égale à 150, R2 égale à 200, ben, 1 cm devant 100 et 200 et devant leur différence qui est 100, ben, c'est toujours petit, hein, c'est inférieur, par exemple inférieur à 1% ou autour de 1%. Donc, on peut supposer que c'est une lentille mince et négliger cette épaisseur-là. Par contre, faites très attention, quel que soit le rayon, si vous avez R1 est égal à R2, vous ne pouvez jamais avoir de lentille mince. Même si vous prenez 1 km pour R1 et 1 km pour R2, quand vous faites la différence, si R1 est égal à R2, vous n'aurez jamais d'épaisseur très petite devant la différence. Donc, le cas particulier de deux rayons qui sont égaux, ben, c'est toujours une lentille épaisse. D'accord. Bon, nous, bien sûr, on ne va pas étudier ça, mais c'est juste pour vous donner une idée sur qu'est-ce que c'est que cette lentille dite mince. Donc, on sait ce que c'est qu'une lentille, on sait qu'est-ce que ça veut dire une lentille mince. Maintenant, si la condition de minceur est vérifiée, donc tout ceci est vérifié, vous pouvez confondre S1 et S2 en un seul point et la lentille, on va parler uniquement de son sommet S. Donc, on utilisera uniquement le sommet d'une lentille. Alors maintenant, il existe 6 sortes de lentilles qui sont les suivantes. Alors, ça apparaît. Voilà. Ça, c'est les 6 sortes de lentilles que vous pouvez trouver, lentilles sphériques. Alors, suivant, bien sûr, les courbures des faces qui les constituent. Par exemple, celle-ci, on dit que c'est une lentille biconvexe. Celle-ci, c'est une lentille plan, pour le dioptre plan, convexe, donc plan convexe. Ça, c'est un ménisque à bord mince. Ça, c'est une lentille biconcave. Ça, c'est une lentille plan concave. Et ça, c'est une lentille qu'on appelle ménisque à bord épais. Bon, je sais qu'en général, on peut comprendre ce que c'est que tout ceci, sauf le ménisque. J'explique un peu ce que ça veut dire, ménisque. Quelle est la différence entre le ménisque à bord mince et le ménisque à bord épais? Alors, prenez par exemple une boule de verre qui a un rayon petit r. Eh ben, si vous la coupez comme ceci, donc vous allez avoir en jaune ici votre ménisque. Donc, le ménisque, si vous voulez, c'est à bord mince. C'est juste que le rayon de l'une des faces est plus grand, est plus petit, pardon, que l'autre rayon. Donc, regardez ici, vous avez un grand rayon et ici, vous avez un petit rayon. Donc, les deux cercles se coupent. Et quand ils se coupent, ils vont former ce qu'on appelle un ménisque à bord mince. Donc, vous prenez une boule de verre et vous la coupez comme ça et vous avez un ménisque à bord mince. Maintenant, un ménisque à bord épais, ben, c'est l'inverse. Ici, c'est le début, c'est le grand diamètre. Et le petit diamètre, il est à l'intérieur. Il ne la coupe pas. Donc, les deux sphères ou les deux cercles ne se coupent pas. S'ils se coupent, ils donnent un ménisque à bord mince. Mais s'ils ne se coupent pas, ils donnent un ménisque à bord, quand on coupe par exemple comme ceci. Hein, donc, on aura notre ménisque à bord épais. Donc, c'est juste une question de rayon. Ici, le rayon, il est plus petit que là. Les cercles se coupent. Ici, le rayon, il est plus grand que celui-là. Bon, je prends toujours le sens de la lumière dans ce sens. Donc, quand je dis le premier, la première surface, c'est-à-dire celle que rencontre la première, la lumière. Hein, d'accord? Donc, il y a une intersection entre les rayons. Donc, ça, c'est un ménisque à bord mince et ça, c'est un ménisque à bord épais. Juste qu'il y a une intersection entre les cercles et ici, il n'y a pas d'intersection entre les cercles. Alors, qu'est-ce que la relation de conjugaison? Donc, comme on l'a vu pour le dioptre plan, donc la relation de conjugaison, c'est une expression mathématique, c'est une relation qui relie la position de l'image à la position de l'objet et aux caractéristiques du système optique. Donc, c'est une relation qui lie ces trois choses. La position de l'image, la position de l'objet et les caractéristiques du système optique. Elle sert à quoi? Ben, elle vous permet, par exemple, si vous connaissez les caractéristiques du système optique, vous connaissez la position de l'objet, c'est vous qui positionnez votre objet à une distance du système, ben, elle vous permet de trouver la position de l'image. Donc, la relation de conjugaison, elle vous permet de trouver la position de l'image, connaissant la position de l'objet et les caractéristiques du système optique. Alors,
à partir des lentilles, on doit utiliser ce qu'on appelle des grandeurs algébriques. Je vais vous dire pourquoi. Mais toutes les grandeurs qu'on utilise dans ces relations sont des grandeurs algébriques, c'est-à-dire elles peuvent avoir des valeurs positives ou négatives, ce qu'on n'avait pas fait avant. Alors l'axe optique, c'est une droite maintenant orientée dans le sens de la lumière. Donc c'est comme une droite orientée, il va suivre quel sens? Ce sera le sens de la lumière. Comme on suppose toujours que la lumière vient de la gauche vers la droite, donc le sens de l'axe optique, il sera orienté de la gauche vers la droite. Donc c'est une droite orientée. Et le sommet S, comme on a une droite orientée, alors l'origine, il est où? Ce sera le sommet S du système optique. Donc le sommet du système optique, c'est l'origine, c'est le 0. Et nous aurons un axe orienté avec une origine. Alors tout ce qui est après le 0, après S, il sera positif, et tout ce qui sera avant S, il sera négatif. Alors plus en détail, donc prenons par exemple l'axe optique. Donc l'axe optique, on a dit que c'est une droite orientée dans le sens de la lumière. Donc voici le sens de la lumière toujours. Par convention, on le prend toujours qui vient de la gauche. Donc ça, c'est l'axe optique. Et son sens, il est dans celui de la lumière. L'origine de cet axe-là, c'est le sommet S du système optique. C'est lui qu'on prend comme origine. Donc c'est ici le 0. Donc tout ce qui est après sera positif. Tout ce qui est avant sera négatif. Donc la position de tout point qui se trouve à gauche ou à droite de S sera, si elle est à gauche, elle sera négative, et si elle est à droite, elle sera positive. Vous prenez un objet qui se trouve ici, sa position, elle sera négative. Vous prenez un objet ou une image qui se trouve de ce côté-là, sa position sera positive. Alors maintenant, on se pose la question, pourquoi maintenant et pourquoi on ne l'a pas fait avant pour le dioptre plan? C'est une question légitime qu'on peut se poser. Pourquoi maintenant on prend ce genre de signe en considération? Et avant, quand on a trouvé les positions de l'objet et de l'image pour un miroir ou un dioptre plan, on n'avait pas fait ça. C'était des valeurs absolues. Donc c'est une question logique. Pourquoi utiliser ces valeurs algébriques maintenant? Pourquoi ne pas les avoir utilisées avant pour le miroir ou le dioptre, le plan? Donc ça, ce sont des questions qu'on peut se poser. Alors, la réponse, c'est que pour un miroir, l'objet et l'image sont toujours de part et d'autre du miroir. C'est-à-dire que si vous trouvez, par exemple, si je vous dis un objet à 20 cm avant le miroir, quelle est son image? Elle sera à 20 cm derrière. Je n'ai pas le choix. Même chose pour un dioptre plan. Pour le dioptre plan, l'objet et l'image sont toujours du même côté. Si vous trouvez que votre image, par un calcul, vous trouvez 15 cm, vous voyez, vous n'allez pas dire est-ce que c'est à droite ou à gauche de S. C'est toujours du même côté que l'objet. Donc, on n'a pas, si vous voulez, de problème ici. Le choix, il est fixé par la position de l'objet. Par contre, pour les autres systèmes, tels que les lentilles, l'objet et l'image, ils peuvent être du même côté comme de part et d'autre. Ça va dépendre de la position de l'objet. Donc, vous ne pouvez pas savoir. Par exemple, je peux avoir un objet ici A qui va donner une image après S. Ou bien, si j'avance un petit peu ce A vers la position B, si vous le mettez ici, cet objet A, je le mets dans la position B, il va donner une image avant. Donc, pour les lentilles, vous ne pouvez pas savoir quand vous avez une valeur, vous ne pouvez pas savoir est-ce que c'est à droite ou c'est à gauche. Parce qu'on peut avoir un objet qui donne une image de part et d'autre, et ils sont tous les deux de part et d'autre du système, comme on peut avoir d'autres positions où l'objet et l'image sont du même côté. Donc, comment on fait la part des choses? On fait la part des choses par le signe. Par exemple, si le calcul me donne plus 10, je dis que l'image, elle est à droite. Si le calcul me donne moins 5, je dis que l'image, elle est à gauche. Donc là, le signe, il vous permet de choisir est-ce que vous êtes à droite ou à gauche. Ce n'était pas le cas avant. Avant, c'était facile à trouver. C'est un miroir. L'objet et l'image sont de part et d'autre. C'est un dioptre plan. L'objet et l'image sont du même côté. Pour les lentilles, ce n'est pas ça. Vous pouvez avoir des fois de part et d'autre et des fois du même côté. Et donc, ce qui comme solution qui nous permet de trouver la position de l'image, c'est les signes positifs ou négatifs. Alors maintenant, la relation de conjugaison, elle est ici. Donc, alors n'oubliez pas, Q, c'est toujours pour moi la position de l'image. C'est comme pour le dioptre plan. Et P, pardon,
expliqué maintenant, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'ai expliqué maintenant? Tu vas être plus explicite? Oui, je t'écoute. Hein. La dernière partie? Ben, il faut être précis, hein, parce que la dernière partie, tout est une dernière partie. Alors, il faudrait que je revienne en arrière. Qu'est-ce qui se passe? La machine, allez. Bon, je répète, mais quand vous n'êtes pas précis, la réponse, elle ne sera pas précise. Parce que s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il faut me dire exactement ça. Est-ce que vous pouvez répéter la partie où vous avez parlé de ça? Si vous me dites dernière partie, je ne saurais pas. Ici, ça sera un peu vague. Bon, je reprends juste que c'est cette question de valeur algébrique. Je disais que ces valeurs algébriques sont maintenant nécessaires à partir quand on travaille avec les lentilles. Pourquoi? Parce que la position de l'objet et l'image n'est pas fixée comme pour le miroir ou le dioptre plan. Pour le miroir et le dioptre plan, la position de l'objet et de l'image est fixée. C'est-à-dire que si vous, par exemple, le miroir, si vous avez un objet qui est avant le miroir, son image, elle est derrière le miroir. Ils sont toujours de part et d'autre. Donc, quand je vous dis 20 cm, la position de l'image, bah, vous regardez la position de l'objet et vous la mettez de l'autre côté. Pour le dioptre plan, l'objet et l'image sont toujours du même côté. Si par exemple vous faites un calcul et vous trouvez la position de l'image, c'est 30 cm, vous n'allez pas dire est-ce que c'est à droite de S ou à gauche de S, parce que c'est toujours du même côté de l'objet. Si l'objet il est à gauche, elle sera avec lui. Si l'objet est à droite, elle sera avec lui. Donc il n'y a pas si vous voulez, de question. Je vois où se trouve l'objet et je peux trouver directement le côté où se trouve l'image. Par contre, pour les lentilles, c'est pas toujours vrai. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un objet ici comme A qui donne une image derrière. Vous pouvez avoir une autre position B qui donne une image du même côté. Alors, quand vous faites un calcul et vous trouvez 5 cm, alors ce sera 5 à droite ou 5 à gauche. Ben, les deux sont possibles. Et on ne peut pas travailler avec des valeurs absolues comme avant. Ici, il faudra travailler avec des valeurs algébriques, c'est-à-dire il faut introduire le signe. Si c'est plus 5, vous allez dire c'est à droite. Si c'est moins 5, vous allez dire à droite. Le signe, si vous voulez, c'est vous dire est-ce que c'est à droite ou est-ce que c'est à gauche, la position. Sinon, vous ne pouvez pas le faire. Donc, j'espère que ça vous aura suffi. Hein. Donc, pour une lentille mince, donc la relation de conjugaison est la suivante. Très bien. Alors, 1 sur Q moins 1 sur P. Donc, Q, c'est toujours pour moi la position de l'image. Hein, et P, c'est toujours la position de l'objet. Donc, elle est égale à quoi? Donc, 1 sur Q moins 1 sur P est égal à N moins 1. N, c'est l'indice de la lentille, moins 1, multiplié par 1 sur R1, moins 1 sur R2. Et R1 et R2, ce sont les rayons de la lentille. Donc, attendez que ça marche un peu. Je ne sais pas, ça ne va pas fonctionner. Bon, je continue, après on verra. Il y a un schéma qui doit s'afficher. Je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas. Voilà. Alors, donc, ça, c'est par exemple le rayon le premier dioptre, c'est celui-là. Donc, voilà le rayon R1. Et ça, c'est le deuxième dioptre. Et voilà son rayon R2. Alors, je rappelle, donc P maintenant, attention, c'est une distance entre le système, c'est-à-dire S. Maintenant, S1 et S2, n'oubliez pas, c'est une lentille mince, donc ça, c'est confondu. C'est un seul point qu'on appelle S. Ben, la position de l'objet, ça sera S1. Mais c'est une position algébrique, c'est-à-dire il peut être à gauche, il peut être à droite. S'il est à droite, il sera positif. S'il est à gauche, il sera négatif. La même chose, Q, c'est la position de l'image par rapport au système, donc c'est SA'. R1, qu'est-ce que ça veut dire? C'est SC. S, c'est toujours l'origine. Hein, d'accord? Donc, par exemple, le rayon R1, c'est S, C1.
C'est ce rayon-là. N'oubliez pas, ça c'est très petit, hein. Donc, c'est un schéma, mais normalement, quand je dis S ou S1, c'est la même chose, hein. Tout est confondu. Et le deuxième rayon, c'est SC2. Donc, C2, il est là, donc c'est ce rayon-là. C'est la deuxième phase. Et N, l'indice de réfraction de la lentille. Alors, P, Q, R1 et R2, bien sûr, à part N, hein, N c'est un nombre, hein, mais tous les restes sont des grandeurs soit positives, soit négatives, selon que l'objet a l'image A', les centres C1 et C2 des deux dioptres sphériques de la lentille se trouvent soit à droite, soit à gauche. Ils seront positifs si, par exemple, A', C1, C2 se trouve à droite, et ils seront négatifs si A', C2, C1 se trouve à gauche. D'accord? Alors, petite question, pour R1, est-ce qu'il est positif ou négatif? Je vous pose cette question. Je vous écoute, hein. Est-ce que R1 est considéré comme positif dans ce cas-là ou pas? Je vous écoute. Oui, puisqu'il est à droite, donc il est pas négatif. Regardez. Positif, exactement. Il est positif, hein. On reprend. Regardez, R1, qu'est-ce qu'il représente? Il représente S, c'est toujours l'origine, c'est 0. Il représente la position du centre. Donc, c'est S1, C1. Et comme C1, c'est le centre, il se trouve de ce côté-là, n'oubliez pas que le sens de la lumière, il est dans ce sens. Le S, c'est le 0. Tout ce qui est à droite est positif et tout ce qui est à gauche est négatif. Donc, comme C1 est dans ce côté-là, ben, il est positif, hein, d'accord? Donc, il est positif. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a... Voilà, il est positif. Maintenant, R2, d'après vous, R2, R2, très bien, il est négatif, exactement. Donc, il suffit de voir la position. Donc, R2, il est négatif. Alors, le clavier, je ne sais pas ce qu'il a, hein. Voilà, il est négatif. Je travaille avec la souris. Alors, je prends la position PA. Pardon, il faut que je vous donne le schéma. Alors, si je prends ce schéma-là, d'après vous, la position de A, elle est positive ou négative? Je vous écoute. PA, la position de l'objet. Exactement. Négatif. Très bien. Exactement. Vous avez compris. Donc, vous voyez que la position PA donc, est négatif. QA, donc, c'est l'image de A, donc c'est A', donc c'est ça QA, si vous voulez. Donc, comme c'est à droite, ce sera positif. PB, la position de l'objet B, comme il est à gauche, il sera négatif. Et la même chose pour l'image B' de B, ben QB, ça sera négatif. Pardon, je me suis trompé. Ici, c'est négatif. Hein, d'accord? C'est toujours le copier-coller qu'on oublie de corriger. Donc ici, c'est négatif. Hein, donc faites très attention. Ça, c'est négatif. QB est négatif. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que A est un objet réel ou virtuel? Je vous écoute. A, est-ce que c'est un objet réel ou virtuel? Vous avez oublié? Réel, exactement. Alors, je vous rappelle, c'est juste réel, exactement. Très bien. Alors, pourquoi réel? Parce qu'il se trouve avant le système. On a dit dans le premier cours sur l'optique que l'objet, quand il se trouve avant le système, il est toujours réel. Quand il se trouve, en réalité, quand il se trouve avant la phase d'entrée. Et quand il se trouve après la phase d'entrée, il est virtuel.
Maintenant, A', l'image ici, est-ce qu'elle est réelle ou virtuelle? A'. Je vous écoute. A', est-ce que c'est une image réelle ou virtuelle? Non, pas grave, mais c'est une image réelle. Pourquoi réelle? Attention, A', c'est l'image de A. Alors, pour savoir si l'image elle est réelle ou virtuelle, il faut voir par où sort la lumière. En général, la lumière, elle sort par le système. Donc, le système, il est ici. La lumière, elle va sortir de ce côté-là. Donc, quand il se trouve après la sortie, il est réel. Donc, l'image, elle est réelle. Généralement, on attend l'image après le système. Et de ce côté-là, elle sera réelle puisqu'elle est après la sortie. Maintenant, par exemple, B', il se trouve avant la sortie. La lumière, elle sort comme ça. Elle sort dans ce sens. C'est-à-dire, elle entre dans votre, par exemple, voilà la lumière, elle traverse le système. Ça, c'est la phase d'entrée. Ça, c'est la phase de sortie. Donc, la lumière, elle sort comme ça. Donc, elle sort par cette phase-là. Si elle se trouve après, elle est réelle. Si elle se trouve avant, elle est virtuelle. Par exemple, A, c'est un objet réel. B, c'est un objet réel. A', c'est une image réelle. B', c'est une image virtuelle. D'accord? Donc, tout ce qui se trouve avant l'entrée est réel pour l'objet. Tout ce qui se trouve après l'entrée est virtuel pour l'objet. Tout ce qui se trouve après la sortie pour l'image, elle est réelle. Tout ce qui se trouve avant la sortie, il est virtuel pour l'image. Donc, il faut voir juste votre système et vous voyez, avant, l'objet, il est réel, après, il est virtuel. L'image, après, elle est réelle et avant, elle est virtuelle. C'est inversé parce qu'en général, on met l'objet avant le système et on attend cette image après le système. D'accord? Alors, maintenant, la notion de foyer image F' et distance focale image F'. Donc, on a vu avant la formule. Hein. Maintenant, on va parler de cette notion de foyer image. Alors, juste, j'attire votre attention sur le fait que le foyer image, c'est un point. Donc, c'est F'. C'est comme A, B, C. Alors, l'image A' et B' et de A. Attends. L'image de A' et B' et de A et B. Non, non. Alors, je reprends. Voilà. Non, non, A, c'est un objet. Quand je dis prime, le prime, ça veut dire c'est l'image de A. Donc, c'est comme ici. Regardez, Q, c'est l'image, c'est S, A'. Le prime, c'est juste pour dire que c'est l'image de A. Je ne veux pas écrire une autre lettre. Je préfère écrire A, A'. Ça veut dire A, c'est l'objet, A', c'est l'image. B, B'. B, c'est l'objet, B', c'est l'image. Donc, ici, A, c'est un objet, son image, c'est A'. B, c'est un objet, son image, c'est B'. Donc, A, c'est un objet réel, A', c'est une image réelle. B, c'est un objet réel, B', c'est une image virtuelle. D'accord? Alors, la notion de foyer image et distance focale image. Alors, juste, j'attire votre attention sur le fait que le foyer image, c'est un point, F'. C'est un point, c'est comme A, B ou bien C, le centre du dioptre, ce sont des points. Et la distance focale image F', c'est la distance entre l'origine, donc le sommet, le système, et ce point-là, F'. Donc, F', c'est comme le rayon. C'est une distance. Et F, c'est juste, ce point-là, c'est un point. Hein, d'accord? Donc, j'écris grand F' et petit F'. Grand F', c'est un point et petit F', c'est une distance. Vous voyez, un foyer image F' et distance focale F'. Alors, le foyer, des fois, on l'appelle aussi le point focal. C'est la même chose. Donc, si vous trouvez le point focal image ou le foyer image, c'est la même chose. Alors, le foyer image F' ou le point focal image, comment on le définit? Eh ben, c'est le point où se forme l'image lorsque l'objet se trouve à l'infini. Donc, par définition, c'est une définition. Lorsque l'objet est à l'infini,
où se trouve l'image? Ben, elle va se trouver sur F'. Donc, un objet à l'infini donne une image au point F' qu'on appelle le point focal image. Donc, par définition, le point focal image, c'est l'image d'un objet à l'infini. C'est la position où si vous mettez des rayons, par exemple, qui sont à l'infini, et par exemple le soleil, et vous mettez une loupe, ben, vous regardez la tache qui se forme derrière la loupe, et généralement, qu'est-ce qu'on fait? On bouge un peu la loupe pour que cette tache, par exemple, si on veut brûler du papier avec une loupe, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend cette loupe, on la met face au soleil, et après on met le papier, et après on va trouver une tache, celle du soleil. Ben après, qu'est-ce qu'on fait? On fait bouger un peu la loupe pour que cette tache devienne la plus petite possible. C'est-à-dire, on va concentrer tous les rayons. Et ce point-là, quand il devient point, c'est le point focal image du soleil qui envoie les faisceaux, comme il est très loin, donc les faisceaux sont, c'est comme si c'était un objet à l'infini. D'accord? Donc c'est ça c'est un foyer image F'. Alors maintenant, comment on trouve la position de ce F' ou bien la distance focale F'? Alors, si l'objet A est à l'infini, donc ça veut dire que P tend vers l'infini. Son image, elle se forme où? L'image A', elle va de A, qui est à l'infini, elle va se former en F'. Alors, comme Q, c'est SA', c'est la position de l'image, et A', il se forme en F', donc SA', ça devient SF', et SF', c'est une distance entre le système, c'est-à-dire le sommet du dioptre, S, et le foyer image F'. Et donc, cette distance-là, on appelle la distance focale image. Donc, faites la différence entre le point F', qui est le point focal, et la distance focale F', qui est la distance entre le système et le foyer. Alors, maintenant, on applique cette formule objet et image dans notre relation de conjugaison. Donc, on avait 1 sur Q moins 1 sur P. Alors, on remplace maintenant. Q, c'est quoi? Ben, Q, c'est devenu, c'est la position de l'image, et comme le point A' est en F', ben Q, ça devient F'. Donc, 1 sur F' moins 1 sur P. Et P, maintenant, notre objet, il est à l'infini. Donc, 1 sur P, c'est 0. Et il nous reste N-1, 1 sur R1 moins 1 sur R2. Ben, ça vous donne directement là l'expression de la distance focale image. 1 sur F' est égal à tout ceci. Donc, on tire 1 sur F', c'est-à-dire si je veux trouver la distance focale image de ma lentille, ben, il suffit que je calcule N-1, 1 sur R1, moins 1 sur R2, et j'inverse. J'aurai F'. Alors, cette distance focale F', si elle est positive, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, attendez que je fasse sortir, voilà. Alors, si votre distance focale F' est positive, ça veut dire que le point F' se trouve à droite de notre lentille. Et donc, quand vous avez des faisceaux qui viennent de l'infini, parallèles, ils vont passer par ce point F'. L'image, elle va se trouver ici. Donc, vous voyez que vous avez un système qui est convergent. Donc, les faisceaux, je vous ai donné avant la notion de faisceau, on a dit il y a 3 sortes. Il y a le faisceau parallèle, celui-là, et il y a le faisceau convergent et divergent, on le verra par la suite. Donc, c'est un système qui est convergent. Alors, vous aurez donc une lentille qui est convergente. Quand F', le point focal image, est à droite, ou bien la distance focale image F' est positive, vous avez une lentille convergente. Et son signe, le symbole de la lentille convergente, c'est celui-là. Donc, c'est une double flèche comme ceci. Alors maintenant, si F' est négatif, ça veut dire que F' il se trouve à gauche, le point focal image se trouve à gauche, et la distance focale, elle va être égale, par exemple, moins 40 cm. Donc, quand vous envoyez un faisceau parallèle, attention, comme il passe par F', ça ne va pas revenir vers l'arrière. Ce n'est pas un miroir, ça, hein, d'accord? C'est un dioptre, donc c'est un système transparent. La lumière, elle sort de l'autre côté. Mais quand elle sort, elle doit passer par F'. Et donc, quand elle doit passer par F', comme F' est derrière, donc ça doit diverger comme ceci. Si je cherche l'intersection de faisceaux qui sortent, ben, quand quelqu'un regarde, il va dire que la lumière, elle vient de F'. Donc ici, vous voyez que les faisceaux sont en train de s'éloigner. Donc, on dit que les faisceaux divergent, ou bien le faisceau devient divergent. Donc, quand votre distance focale image est négative, la lentille est divergente. Et son symbole, c'est celui-là. Donc, quand vous voyez ça, ça veut dire que c'est une lentille divergente. Quand vous voyez ça, ça veut dire que c'est une lentille convergente. Ça dépend de F'. F' positif, convergente, F' négatif, divergente.
Alors, le foyer objet, ben, c'est la même réflexion. Maintenant, on inverse, c'est tout. Tout à l'heure, le foyer image, c'était l'image d'un objet à l'infini. Maintenant, c'est l'inverse. C'est plus l'objet qui est à l'infini, mais c'est l'image qui est à l'infini. Et donc, c'est l'objet qui va être dans un point particulier. Alors, le foyer objet, ou bien le point focal objet, est un point où, si on place notre objet en F, c'est-à-dire P, la position de l'objet, c'est SA, A, l'objet, on l'a placé en F, donc P devient égal à SF, et SF, c'est la distance focale objet. Alors, si vous placez votre objet au point focal objet, l'image, elle va se former à l'infini. Alors, c'est l'inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait dit, si l'objet est à l'infini, l'image se forme en F'. Maintenant, c'est en inverse. C'est plus l'image, c'est plus l'image qui est à l'infini, mais c'est l'objet qui va donner une image à l'infini. C'est l'inverse de tout à l'heure. Alors, objet à l'infini donne image en F'. Attention, image à l'infini, ça veut dire que objet en F. Et ce point-là, on appelle ça le foyer objet. Alors, la même chose, hein, donc, qu'est-ce qui est à l'infini? C'est l'image. Tout à l'heure, c'était l'objet. Maintenant, c'est Q qui tend vers l'infini. On remplace dans notre formule 1 sur Q moins 1 sur P. Alors, qu'est-ce qui est à l'infini maintenant? C'est Q. Donc, 1 sur Q devient 0. P, c'est la position de l'objet, mais comme l'objet, on l'a placé au foyer objet, donc SF, ça, c'est la distance focale objet. Donc, moins 1 sur F, et ça reste inchangé. Donc, on tire que 1 sur F, c'est moins, attention, il y a un moins, N moins 1 sur R1 moins 1 sur R2. On remarque tout de suite hein, que la distance focale objet et la distance focale image, en valeur absolue, elles sont égales, mais elles sont de signe contraire. Ça veut dire que SF est égal à moins SF'. Donc, tout ceci veut dire quoi? Veut dire que les distances focales sont égales et de signe contraire. Donc, si, par exemple, si je vous dis la distance focale image, c'est 40, ben, la distance focale objet, c'est moins 40. Si je vous dis la distance focale objet, c'est moins 12, la distance focale image, c'est 12. Donc, c'est vraiment facile. Si vous connaissez l'une, vous avez la valeur de l'autre. Hein. Donc, les distances focales objet et image sont de signe égal et de signe opposé. Donc, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que F, le point focal objet et le point focal image, sont toujours de part et d'autre de la lentille. Ils sont symétriques et à la même distance, d'accord? Et même pas uniquement de part et d'autre, mais il faut rajouter, ils sont symétriques hein, à la même distance. SF, en valeur absolue, c'est égal à SF'. Donc, si l'un est à 10 cm à gauche, l'autre, il sera à 10 cm à droite. Maintenant, je peux vous montrer un schéma, j'espère qu'il va sortir. Voilà, donc voilà notre foyer objet. Ici, regardez, vous avez un foyer objet. Si vous mettez votre lampe ou ampoule ou laser ici, quand il envoie de la lumière, si vous êtes dans le foyer objet de la lentille, ben, la lumière, elle va sortir parallèle. Donc, l'image, elle sera à l'infini. Ça, c'est pour une lentille convergente. Si la lentille est divergente, le foyer il sera de l'autre côté. Vous aurez bon, faisceau incident qui semble venir de F, hein, d'accord? Quand ils arrivent ici, comme leur intersection donne ce point-là, le foyer objet de la lentille, ben, le faisceau va sortir parallèle, d'accord? Alors, F et F' sont toujours de même nature. Alors, je vous donne avec le deuxième schéma. Alors, regardez, hein, j'ai repris les foyers. Ça, c'est les foyers objets, F, F, pour une lentille convergente et une lentille divergente. Et ça, c'est ce qu'on a vu avant, une lentille convergente et une lentille divergente. On a dit que lentille convergente, F' était à droite, que F' était positif, et pour une lentille divergente, F' était à gauche. Alors, je vous les ai mis verticalement, le convergente, convergente, divergente, divergente, pour qu'on puisse les classer. Les deux ici, c'est pour F', et les deux là, c'est pour F. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que F et F' sont toujours de part et d'autre. Regardez, c'est la même lentille. F est à gauche, F' est à droite. Si la lentille est divergente, ça s'inverse. C'est F qui devient de ce côté et F' qui devient de l'autre côté. Donc, ils sont toujours symétriques par rapport à la lentille et ils sont toujours de même nature. Par exemple, ici, le foyer objet. C'est un objet. Hein. C'est le point où je mets l'objet. C'est un point particulier qui donne une image à l'infini. Alors, c'est comme c'est un foyer objet, il est objet, c'est avant le système, donc il est réel. Regardez F' pour la même lentille.
F', elle est à droite. C'est un foyer image ici. Ben, il est réel aussi. Donc, une lentille convergente, elle possède des foyers réels. Maintenant, si je prends une lentille divergente, ben F, le foyer objet, il est de ce côté-là. Il n'est pas avant le système. Donc, c'est un foyer objet virtuel. L'image, normalement, elle est réelle de ce côté-là. Or, on la trouve avant le système. Donc, ce foyer image F', il est virtuel. Donc, vous voyez que pour une lentille divergente, les foyers sont virtuels. Mais vous n'allez pas trouver l'un qui est réel et l'autre qui est virtuel. Ils seront tous les deux de même nature, c'est-à-dire réel, réel, ou bien virtuel, virtuel. Donc, F et F' sont toujours de même nature, réel, réel, ou bien virtuel, virtuel. Alors, une lentille à foyer réel et convergente, comme ici, les foyers sont réels, et une lentille à foyer virtuel, elle est divergente. Une lentille convergente, sa distance focale image, elle est positive, sa distance focale objet, elle est négative. Pour une lentille divergente, ça s'inverse. La distance focale objet, elle est positive, et la distance focale image, elle est négative. Ça vous permet de, quand vous faites de calcul, de savoir si elle est convergente, divergente, de répondre à des questions comme est-ce que c'est réel, est-ce que c'est virtuel. Donc, ce sont des caractéristiques qu'il faut comprendre. Alors, ça marche. Voilà. Alors, bon, avant de passer aux différentes classes, une petite question. Alors, on peut se poser la question, et c'est normal, quel est l'intérêt de cette notion de foyer? Pourquoi on utilise ces foyers? Alors, un foyer, il est plus parlant que les autres caractéristiques des lentilles. Par exemple, si je vous dis euh, une loupe de 3 cm de distance focale image, c'est plus parlant que si je vous donnais les indices. Imaginez que je vous donne les indices N, R1 et R2. Est-ce que vous saurez si c'est convergent ou divergent? Il faudra faire un calcul. S'il vous plaît, coupez votre vidéo, hein. S'il vous plaît. Merci. Alors, si vous, par exemple, si je vous donne les indices, l'indice de la lentille avec les rayons R1 et R2, levez la main, ça veut dire. Si vous avez quelque chose à dire, oh, pardon. Si vous avez quelque chose à dire, vous envoyez un message. Parce que les vidéos sont normalement, on n'a pas besoin de la vidéo. Déjà le débit qui est, on risque des coupures. Alors, je disais, donc pour caractériser un système rapidement, les distances focales sont meilleures que les indices et les rayons. Alors, je vous ai dit, par exemple, si je vous dis une lentille de distance focale plus 3 cm, tout de suite, vous allez me dire c'est une lentille convergente. 3 cm ou 4, je peux l'utiliser comme loupe. Si je vous dis, par exemple, une lentille de 0,5 cm, vous me dites ça, c'est petit, ça veut dire que c'est très puissant, elle rabat rapidement les faisceaux. Je peux l'utiliser comme objectif de microscope. Mais si je vous donne les indices, je vous dis N égale 1,5, R1 égale à 20 et R2 égale à 30, bah, vous ne pouvez rien dire. Vous devez faire un calcul pour savoir quelles sont les caractéristiques de cette lentille. Et donc, les distances focales sont plus parlantes. C'est plus facile à connaître la caractéristique d'une lentille quand vous me donnez la distance focale. Quand vous allez acheter une lentille dans un commerce, vous n'allez pas lui dire donnez-moi une. Bon, bien sûr, vous pouvez le dire, mais lui, il ne va pas savoir tout de suite. La chose, c'est comme les pointures. Hein, les pointures d'une chaussure, on lui dit vous donnez-moi 41. Si quelqu'un lui donne une autre caractéristique, il ne va pas comprendre. Donc, quand vous allez acheter une lentille, vous allez lui dire une lentille convergente de 30 cm de distance focale. Vous n'allez pas lui dire ni les rayons ni l'indice. Bon, vous pouvez lui dire l'indice, mais la première chose à laquelle on pense, c'est la distance focale. Donc, par exemple, une lentille qui a une distance focale de 1 mm est très puissante, puisqu'elle arrive à rabattre de la lumière à 1 mm d'elle-même. Alors qu'une autre, par exemple, à 10 cm, ben, elle n'est pas très puissante. Elle arrive à rabattre les faisceaux lumineux jusqu'à 10 cm de loin. Donc, pour un objectif de microscope, il faudra beaucoup de puissance, donc une distance focale courte. Mais on ne parle jamais de rayon ni d'indice. Hein. Ça rentre après. Et la première chose à laquelle on pense, c'est la distance focale. Donc, c'est une notion très importante
pour caractériser les systèmes optiques. Quelle est la distance focale? C'est la première question. C'est comme si vous connaissez quelqu'un, hein, il s'appelle comment? Il travaille quoi? Donc, c'est les choses plus importantes à connaître d'une lentille, c'est sa distance focale. C'est la première chose. Après, vous allez dire, est-ce qu'elle est comme ça? Est-ce qu'elle est comme ceci? Vous rentrez dans les détails, mais c'est une caractéristique très importante. Et elle vous donne une idée sur la puissance de votre système. Est-ce qu'il est puissant? Distance focale courte, il rabat rapidement les faisceaux. Par exemple, imaginez que ça rabat ici. Imaginez que cette lentille, elle arrive à rabattre ici. Son foyer est là. Ben, elle est très puissante, sa distance focale est courte. Donc, elle peut servir, par exemple, celle-ci, elle peut servir comme loupe. Mais si la distance focale était petite, elle peut servir comme objectif de microscope. D'accord? Donc, cette notion est très importante. La notion de distance focale objet ou image. Alors, maintenant, les différents types de lentilles. Alors, les 6 lentilles que je vous ai montrées tout à l'heure, biconvexe, plan convexe, ménisque à bord mince, biconcave, plan concave, ménisque à bord épais, ben, les 3 premières sont convergentes. Et les 3 dernières sont divergentes. Donc, si vous avez cette forme-là, tout de suite, vous allez dire que c'est une lentille convergente. Si vous avez cette forme-là, vous allez dire qu'elle est divergente. On fera un TD sur un exercice sur ça pour comprendre un petit peu pourquoi ça c'est convergent et pourquoi ça c'est divergent. Donc, toutes ces lentilles sont convergentes et toutes ces 3 lentilles-là sont divergentes. Alors, une astuce pour savoir, c'est juste, il faut connaître le bord. Si le bord est petit, comme ici, regardez, c'est un point, mince, 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 c'est une lentille convergente. Si vous avez épais, 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 c'est une lentille divergente. Donc ça, c'est l'astuce. Vous voyez le bord, s'il est mince, c'est convergent, et s'il est large, la lentille est divergente. Alors, je vous pose une question. Est-ce que cette lentille est convergente? D'après vous? Les autres? Divergente? Ah, c'est un piège ici, hein. Regardez, je vous dis pourquoi. Alors, imaginez, ça, c'est une lentille convergente. Si je la coupe, je lui enlève un petit peu, est-ce qu'elle va changer la distance focale va changer? Est-ce que les rayons vont changer? Est-ce que l'indice va changer? Si je la coupe, je coupe un peu ici, je coupe un peu ici, pour avoir cette forme. Est-ce que le rayon a changé? R1, R1 et R2. Est-ce qu'ils ont changé? Non. Est-ce que l'indice a changé? Non. Donc, ça veut dire que ça, c'est une lentille convergente. Attention, quand je dis le bord mince, c'est pas le fait de couper. Des fois, on peut couper ces lentilles comme ceci. On le fait hein, c'est pour améliorer l'astigmatisme. Oui, elle est convergente, exactement. Quand on coupe, on évite les. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je suis main liée, je n'ai pas de tableau, je ne peux pas trop expliquer. Mais par exemple, les lentilles, généralement, on les coupe pour avoir les faisceaux qui sont paraxiaux, proches de l'axe. Ça améliore la qualité de l'image. Et qualité de l'image du point de vue astigmatisme. Donc, vous avez un meilleur stigmatisme quand vous enlevez les grands angles. Vous prenez une lentille comme ceci. Généralement, soit on met un diaphragme, comme pour l'appareil photo, comme pour votre œil, il a un diaphragme, c'est la pupille. Pourquoi ce diaphragme se trouve? C'est pour améliorer l'astigmatisme. Alors, des fois, on utilise un diaphragme pour laisser passer uniquement les faisceaux qui sont près de l'axe, ou bien on peut couper aussi la lentille pour éliminer ceux qui passent comme ça. Ceux qui passent, ils vont continuer tout droit, et on va garder uniquement ceux qui sont proches de l'axe. Donc, le fait de couper une lentille ne change pas ses caractéristiques. Attention, quand on dit bord mince et bord épais, c'est, si vous voulez, l'intersection des surfaces. Il faut continuer. Est-ce que cette surface se coupe ou se coupe pas? Donc, il faut regarder. Alors, ça marche. Il faut voir l'intersection des surfaces des deux dioptres. Cette forme-là, ça, c'est une lentille à bord mince, malgré qu'elle est coupée, c'est tout. Hein. Mais l'intersection des surfaces, elle se fait dans ce sens-là. Donc, il faut regarder l'intersection des surfaces. Que je la coupe ne change pas ses caractéristiques. Hein, d'accord? Elle aura toujours le même R1, le même R2, le même indice. Donc, la distance focale ne change pas. Donc, attention, on peut être piégé par ce genre de questions.
Si on coupe une lentille, les bords de la lentille, est-ce qu'elle devient divergente? Non, hein, elle reste convergente. C'est l'intersection des surfaces qui est importante. Est-ce que cette intersection se fait? Et donc, vous aurez un bord mince, comme ici, par exemple, l'intersection se fait, même si je la coupe, ou bien elle ne se fait pas, comme ici. Ici, regardez, il n'y a pas d'intersection entre les surfaces, pas d'intersection. Donc, j'aurai un bord épais, hein, d'accord? Donc, ça, c'est une astuce, mais faites attention à ce petit piège. Voilà, grandissement. Donc, on sait maintenant la position de l'image, comment la calculer, hein. On a la relation de conjugaison. Maintenant, quel est le grandissement, c'est-à-dire quelle est la hauteur de l'image par rapport à celle de l'objet. Alors, on a vu que le dioptre plan et le miroir ne donnaient pas un grandissement, c'est-à-dire c'est toujours la même taille. C'est toujours malgré que, bon, il y a, le miroir, il inverse dans un autre sens. La gauche, il la rend droite. Mais la hauteur, elle est la même. C'est-à-dire, si vous mettez une bougie à travers un miroir, vous allez voir une bougie, hein. Elle ne va pas être inversée. Alors, le grandissement d'une lentille, il est défini par quoi? C'est le rapport algébrique entre la hauteur de l'image et la hauteur de l'objet. Vous allez trouver une image de 1 mètre et l'objet, il faisait 50 cm. Donc, vous dites 100 cm sur 50, j'ai agrandi de 2. Donc, ça, c'est le grandissement. Mais il est algébrique. Il tient compte du sens aussi. C'est-à-dire, est-ce que l'objet et l'image sont dans le même sens ou dans des sens contraires? Donc, par définition, le grandissement gamma, c'est la hauteur de l'image de manière algébrique, A'B', sur la hauteur de l'objet AB. Et ça, c'est la définition. La formule, c'est Q sur P. P, généralement, on vous le donne. Q, vous le trouvez à partir de la relation de conjugaison et vous faites Q sur P pour trouver la position, le grandissement gamma. Alors, si gamma est positif, on dit l'image, elle est droite, c'est-à-dire dans le même sens que l'objet. Par exemple, une bougie, vous allez voir la bougie dans le même sens, un peu plus grande ou un peu plus petite, mais elle aura le même sens. La flamme en haut, par exemple. Par contre, si gamma est négatif, l'image, elle est renversée. Vous allez voir une bougie, mais la flamme, elle sera vers le bas. Et donc, on dit que l'image, elle est renversée. On dit aussi gauche, c'est-à-dire qu'elle est dans le sens contraire à celui de l'objet. Par exemple, alors, voilà. Si je prends, par exemple, un système optique, une lentille, j'ai, par exemple, un objet que je vais éclairer. Ce R-là, ben, je le vois ici inversé. Ben, l'image ici, elle est, on dit renversée par rapport à l'objet, ou bien on dit aussi gauche. C'est la même chose. Donc, l'image, elle est gauche par rapport à l'objet. Donc, si elle était droite, on voit le R vers le haut, c'est-à-dire dans le même sens. Donc, le grandissement, il vous donne deux choses. Il vous donne de combien vous agrandissez, ou par exemple, vous agrandissez 2 fois, ou 0,5 fois, ou 0,1 fois, donc l'image est plus petite ou plus grande. Et il vous donne aussi son signe, le signe, il vous donne est-ce que l'orientation de l'image est la même, gamma est positif, ou bien inversée par rapport à celle de l'objet, gamma est négatif. Et son calcul, c'est très simple, vous faites Q sur P, c'est tout. Alors, maintenant, le théorème de la vergence. Alors, la vergence, d'abord, on doit définir ce que c'est que la vergence. La vergence d'une lentille mince est définie par ceci, V, c'est la vergence. Son unité, c'est dioptrie. Elle est égale à quoi? Elle est égale à l'inverse de la distance focale image en mètres. Attention, distance focale image et non pas objet, hein. Donc, c'est 1 sur F'. Alors, vous exprimez F' en mètres, vous aurez la vergence en dioptrie. Le symbole des dioptries, c'est ce delta. D'accord? Alors, la vergence, je vous dis, par exemple, ceux qui portent des lunettes, généralement, quand on leur écrit une ordonnance, on écrit plus 2,5, moins 1,5. C'est quoi ça? C'est 1,5 dioptrie. 2,5 dioptrie. C'est la vergence de la lentille de correction que vous allez utiliser. Alors, pourquoi des fois on écrit plus, des fois on écrit moins? Ben, c'est normal parce que F', il peut être positif pour une lentille convergente, et donc la vergence sera positive. Donc, si on vous écrit plus 2,5, c'est une lentille convergente de 2,5 dioptrie. Maintenant, elle peut être aussi, F' peut être négatif pour les lentilles divergentes, donc vous aurez moins quelque chose. Eh ben, quand on vous donne un verre correcteur de moins 1 ou 2, par exemple moins 2 dioptries, c'est une lentille divergente de moins 2 dioptries. Et la distance focale, ça sera donc 1 sur 2, 0,5 mètres, moins 0,5, moins 50 cm. Donc, c'est une lentille divergente
de 50 cm de distance focale. Donc, l'avergence, elle est très utilisée. Et c'est elle qui vous donne une idée sur la puissance. Regardez, si vous avez une distance focale petite, vous avez une grande vergence. Par exemple, pour les forts myopes, qui sont très myopes, ils peuvent avoir moins 6 dioptries. Donc, la distance focale est petite. Pour un myope, un petit myope, par exemple, on peut dire moins 1 dioptrie. F' sera à 1 mètre. D'accord? Donc, vous voyez que la puissance de votre système optique, la lentille, les dioptries, plus c'est grand et plus c'est puissant. On peut en parler avec les distances focales. Hein. Plus la distance focale est petite et plus le système est puissant. Donc, plus c'est petit et plus c'est puissant. Donc, cette vergence, elle est très utilisée aussi. On dit des systèmes optiques à 3 dioptries, 4 dioptries, moins, plus, en fonction. Si c'est moins, c'est divergent. Si c'est plus, c'est convergent. Donc, une lentille convergente aura une vergence positive, et une lentille divergente aura une vergence négative. Alors, que dit le théorème de la vergence? Alors, en général, quand on travaille avec les lentilles, par exemple, du microscope, on dit lentille objective ou oculaire, ce ne sont pas des lentilles toutes simples, hein, ce sont des doublés accolés, des triplés accolés. Vous trouvez peut-être 2, 3, 4 lentilles pour des raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des raisons qui nous incitent à faire des lentilles composées. Alors, le théorème de la vergence, qu'est-ce qu'il vous dit? Si vous collez deux lentilles, par exemple, vous prenez deux lentilles, une lentille plan concave, elle a un petit trou comme ça, concave, et vous mettez une lentille convexe, et vous accolez les deux, vous les mettez ensemble. Alors, vous allez obtenir un nouveau système optique qui est composé des deux lentilles, plan concave et biconvexe. Alors, le théorème de la vergence, il vous dit si vous accolez deux lentilles minces de vergence V1 et V2, vous les accolez, vous les collez si vous voulez, et que l'on suppose que l'ensemble reste mince. C'est-à-dire que même quand vous les collez, cet ensemble de deux lentilles va rester mince. Alors, la vergence V de ce doublé, donc les deux, ça sera la somme. Par exemple, V1 plus V2. Imaginez que vous avez une lentille de 2 dioptries convergente et une lentille de moins 5 dioptries. Ben, vous les collez, vous allez obtenir 2 moins 5, ça vous donne une lentille divergente de moins 3. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de la vergence. Quand vous mettez plusieurs systèmes ensemble, V1, bon, quand le système n'est pas accolé, il y a une autre formule. Quand le système n'est pas mince, il y a d'autres formules. Il y a toujours des formules. Ça, c'est la plus simple. On accole 2, 3, 4 lentilles. Ben, ça sera la somme si le système reste mince. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de la vergence. Voilà. Alors, pour résumer, je vous dis ce qu'il faut retenir dans tout. Donc, la première, c'est la relation de conjugaison. Donc, 1 sur Q moins 1 sur P égale à N moins 1, 1 sur R1 moins 1 sur R2. Ça, c'est égal à, on a vu tout à l'heure que tout ça, c'est égal à 1 sur F' et égal à moins 1 sur F. Alors, en général, on vous donne les distances focales, donc vous n'avez pas besoin de travailler avec ça. Vous allez travailler avec 1 sur Q moins 1 sur P égale à 1 sur F'. Mais si on vous donne les rayons et on vous dit de trouver les distances focales, ben vous utilisez cette formule pour trouver F'. Et ça ne sert à rien de calculer F puisque c'est toujours le signe contraire. Moins 1 sur F est égal à 1 sur F'. Donc ça, c'est la formule qui contient tout. Donc, soit qu'il y a les rayons, soit qu'il n'y a pas les rayons, c'est une seule formule à connaître. Grandissement, gamma, ben, sa formule, bon, ça c'est sa définition. Sa formule, c'est Q sur P. Vous avez calculé Q, vous connaissez P, c'est une donnée, bon, vous faites Q sur P, vous avez votre grandissement. Alors, la vergence, c'est 1 sur F', attention, en mètres. Et le théorème de la vergence, V égale V1 plus V2. Si vous avez 3, vous faites V1, V2, V3, ainsi de suite. D'accord? Mais faites attention, cette formule n'est valable que pour un ensemble, que l'ensemble est supposé mince lui aussi. C'est-à-dire vous avez des lentilles que vous allez accoler et vous supposez que l'ensemble reste mince. Alors, pour une lentille convergente, F et F' sont réels. Donc, F est à gauche de la lentille, F' à droite de la lentille. F', la distance focale image, elle est positive. Et F, la distance focale objet, automatiquement, elle est négative. Et ils sont égaux en distance. D'accord? Pour une lentille divergente, F et F' sont virtuels. C'est F' qui est à gauche pour la lentille divergente et F qui est à droite. Et bien sûr, F' sera négatif,
qui est F' est à gauche, le point, et F est positif de l'autre côté. Donc voilà ce qu'il faut retenir globalement de ceci. Bien sûr, les détails, il faut aussi les connaître. On peut vous poser des questions sur ça. Pardon. Maintenant, on va faire le TD. Alors, je commence par exercice 1. C'est une application directe pardon, sur les lentilles. Alors, vous avez une lentille convergente de distance focale 40 cm. Un objet réel est placé à 120 cm de celle-ci. Première question, calculer la position, le grandissement et la nature de l'image. Deuxième, que devient cette image si cette lentille est divergente? Donc, on change la nature de la lentille. Elle était convergente, on la rend divergente. Et que devient cette image si de plus, donc l'objet est virtuel? Donc, on met une lentille divergente et après, au lieu que l'objet soit réel, on le rend virtuel. À chaque fois, on vous demande de trouver la position et le grandissement et la nature de l'image. Alors, on commence par la première question. Donc, on a une lentille convergente de 40 cm et un objet à 20 cm 120 cm qui est réel. Alors, d'après l'énoncé, déjà, on doit se fixer les idées. On dit convergente de distance focale 40 cm. Donc, ça veut dire quoi? La distance focale, c'est 40, mais c'est quoi 40? C'est F, c'est F', c'est positif, c'est négatif. Alors, vous mettez F ou F' égale à 40, c'est la même chose, mais il faut toujours trouver le signe. Comme on a dit convergente, ça veut dire que c'est une lentille dont la distance focale F' est positive. Et donc, c'est plus 40 cm. Le signe est très important. Et quand on dit distance focale 40, c'est facile. Hein. F ou F', c'est 40. Maintenant, toujours se poser la question, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Comme on a dit, c'est convergente, ça veut dire que c'est plus 40. Positif car la lentille est convergente. Maintenant, P, bon, la position de l'objet, c'est 120. Vous pouvez écrire P égale à 120, mais tout de suite après, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Alors, quand c'est positif, ça veut dire qu'il se trouve de l'autre côté. Quand c'est négatif, ça veut dire qu'il se trouve avant. Comme on a dit, c'est un objet réel. L'objet réel, il est avant le système. Donc, c'est négatif. Donc, P est égal à moins 120, négatif, parce que l'objet est réel et se trouve avant S. Donc, voilà pour les données. On s'est fixé. Attention, ça, c'est des phrases. Hein. Il faut les écrire mathématiquement. Donc, maintenant, F' c'est plus 40 et P, c'est moins 120. Donc, vous avez la position de l'objet. Vous avez les caractéristiques du système optique. Vous pouvez trouver la position de l'image. Donc, calculer la position, le grandissement et la nature de l'image pour la question 1. Bon, 1 sur Q moins 1 sur P. Alors, on ne va pas travailler avec les rayons. On n'a pas les rayons ici. On fait égal à 1 sur F'. Alors, vous avez P, vous avez F', vous tirez Q, donc c'est assez facile. Donc, on calcule la position de l'image et on trouve Q, on trouve plus 60. Donc, attention au signe, hein. C'est très important maintenant. Même 60, je n'écris pas 60, j'écris plus 60 pour dire je n'ai pas oublié le signe. Alors, cette valeur est positive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image se trouve après, positif, après le système. Et donc, l'image, elle est réelle. Donc, vous avez trouvé la position et vous allez trouver sa nature. Maintenant, il nous faut aussi trouver le grandissement. On calcule gamma. Bon, gamma, c'est par définition, c'est A', B', la hauteur de l'image sur la hauteur de l'objet. C'est Q sur P. Alors, Q, on vient de le trouver, c'est plus 60. P, c'est moins 120. On trouve moins 1,5. Alors, quand vous voyez que le grandissement est plus petit que 1, ça veut dire que l'image, elle est plus petite que l'objet. Elle est la moitié ici, c'est 1,5. Et le signe, il vous donne est-ce que l'image est droite ou renversée. D'accord? Donc ici, on voit tout de suite que le grandissement est négatif et par conséquent, oh là là, je me suis trompé. L'image, ce n'est pas virtuelle. Hein. Elle est renversée ici. Hein. D'accord? Je me suis trompé. Désolé. Vous enlevez virtuel, vous entendez ce que je dis. Hein. Ça, c'est une erreur d'écriture. Donc, c'est un lapsus. Donc, le grandissement est négatif. C'est juste pour vous donner, est-ce que l'image, elle est dans le même sens que l'objet ou dans le sens contraire? Est-ce qu'elle est droite et c'est plus ou est-ce qu'elle est renversée et c'est moins? Ici, c'est moins. Ça veut dire que l'image, elle est renversée, hein, pas virtuelle. D'accord? Je me suis trompé. Donc, voilà pour la première question. La position, c'est plus 60. Le grandissement, c'est moins 1,5. La nature de l'image, c'est une image réelle et renversée, d'accord, par rapport à l'objet. On passe aux questions suivantes. Voilà. Que devient cette image si cette lentille est divergente? Maintenant, qu'est-ce qu'on a changé? On a changé la lentille.
on nous dit qu'elle est divergente. Ben, la distance focale, c'est toujours 40. Mais comme elle est divergente, le signe de f' va être négatif. Donc f', c'est moins 40. Le point focal image, il se trouve avant. Alors, la position, elle ne va pas changer. P égale à moins 120. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. C'est la même formule de tout à l'heure. 1 sur Q moins 1 sur P égale à 1 sur F'. F', vous l'avez, P, vous l'avez. Vous tirez Q égale à moins 30. Alors ici, vous voyez moins 30. Moins, ça veut dire que l'image se forme avant le système. Donc, elle est virtuelle. Elle se trouve avant le système optique, cette image, et donc elle est virtuelle. Donc, la valeur négative indique que l'image se trouve à gauche de S, et donc l'image est virtuelle. N'oubliez pas, à droite, l'image, elle est réelle. À gauche, l'image, elle est virtuelle. Et l'objet, c'est l'inverse. À gauche, il est réel. Et à droite, il est virtuel. Parce que la position naturelle de l'objet, elle est toujours à gauche, hein, avant le système. Et la position naturelle de l'image, elle est toujours après le système. C'est pour ça que l'image, elle est réelle après. Et l'objet, il est réel avant. C'est leur position naturelle. Alors, quand on calcule le grandissement, donc c'est Q sur P. Q, c'est moins 30 et P, c'est moins 120. On trouve plus un quart. Donc ici, quand vous trouvez un quart, ça veut dire que l'image, elle est 4 fois plus petite. Hein. Mais bon, ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Surtout le plus. Le plus nous indique que l'image, elle est dans le même sens que l'objet. Donc, elle est droite. Donc, l'image est droite puisque le grandissement est positif. Alors, que devient cette image si de plus on change l'objet? Donc, l'objet, maintenant, on va le mettre dans la position virtuelle, c'est-à-dire il va être, d'après vous, où est-ce qu'on peut avoir un objet virtuel? Avant S ou après S? Je vous écoute. L'objet est virtuel avant la lentille ou après la lentille? Vous êtes là? L'objet est virtuel avant. Après, non. Attention, je viens de le dire. Hein. Regardez, concentrez-vous un peu. C'est après la lentille, exactement, après. Alors, attention, quand on parle de l'objet, l'objet, généralement, il est toujours avant le système. C'est lui qui envoie la lumière. C'est sa position naturelle, avant le système. Il sera réel avant l'objet. Après, il est toujours virtuel. Maintenant, pour l'image, généralement, l'image, elle est toujours à la sortie du système. C'est sa position naturelle. Donc, après le système, l'image, elle est réelle. Et avant, elle est virtuelle. Donc, vous devez avoir en idée que l'objet, il est réel avant le système et virtuel après. L'image, elle est réelle après le système et virtuelle avant. D'accord? Donc ici, si l'objet il est virtuel, c'est dans sa position, disons, non traditionnelle. Bah, c'est après le système. En général, on le trouve après la loupe, par exemple. Donc c'est virtuel. D'accord? Alors, que devient cette image si l'objet est virtuel? Alors, l'objet il est virtuel. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer là le signe. Parce que quand il est réel, il est avant, il est négatif. Quand il est virtuel, il est après, il devient positif. Donc, P égale à plus 120, parce que c'est un objet virtuel. Et bien sûr, la distance focale elle va rester moins 40, puisqu'on garde la lentille divergente. Alors, vous calculez donc Q, vous trouvez moins 60, et vous calculez gamma, Q sur P, vous trouvez moins 1,5. Ben, l'image, elle sera, alors comme c'est négatif, l'image, elle se trouve avant, donc elle est virtuelle, et comme gamma est négatif, l'image, elle est aussi renversée. Donc, voilà la nature de l'image, voilà la position de l'image, et voilà le grandissement de l'image. Donc, voilà pour cet exercice 3. Alors, on passe maintenant à l'exercice suivant. Je ne sais pas ce que c'est cette version de Office. Voilà. Alors, exercice 2. Je vous ai dit tout à l'heure, on va voir comment ces lentilles sont convergentes ou divergentes. Donc, on a dit que toutes les lentilles à bord mince étaient convergentes et toutes les lentilles à bord épais étaient divergentes. Alors, on vous dit, expliquez pourquoi les lentilles à bord mince sont convergentes et les lentilles à bord épais sont divergentes. Donc, on essaie de trouver une manière, pourquoi c'est convergent ici et pourquoi c'est divergent là. D'accord? On va commencer par ces lentilles-là. Alors,
Pour savoir si une lentille est convergente ou divergente, vous devez connaître, je ne dirais pas f', je n'ai pas besoin de la valeur de f', hein. 30 cm ou 40, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est le signe de f'. Est-ce que le signe de f' est positif ou négatif? Si f' est positif, ma lentille est convergente. Si f' est négatif, ma lentille est divergente. Et la même chose pour la distance focale objet, mais généralement, on sait que ça, c'est la même chose que ça avec un signe opposé. C'est tout. Donc, par exemple, si f' est positif, f est négatif pour une lentille convergente. Si f' est négatif, f est positif pour une lentille divergente. Donc, on oublie f, on parle uniquement de f'. Donc, pour savoir si une lentille est convergente ou un système est convergent ou divergent, n'importe quel système, vous devez connaître le signe de f'. Si le signe est positif, ça veut dire que le point focal image se trouve à droite de votre système et donc votre système est convergent. Et si f' est négatif, ça veut dire que vous êtes avant et votre système est divergent. Alors, la formule de la distance focale image, c'est 1 sur f' égale à n moins 1, 1 sur R1 moins 1 sur R2. Donc, le signe de f' va dépendre du signe de tout ça. Bon, n-1 est toujours supérieur à 1 puisque l'indice est toujours supérieur à 1. C'est du vert ou n'importe quoi. Le 1, c'est pour le vide. Donc, le signe de f', il va dépendre uniquement de 1 sur R1 moins 1 sur R2. Quoique, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais on peut trouver des fois des choses où n-1 est négatif pour des cas particuliers. Je n'ai pas envie de dire des choses qui ne sont pas toujours vraies, parce que quand je dis n-1 est toujours positif, ça me gêne, parce que des fois, on peut le trouver négatif dans certains cas particuliers. Mais on ne rentre pas dans les cas particuliers. Donc, le plus souvent, dans la plupart des cas, dans la grande majorité des cas, n-1 est toujours positif. Et donc, le signe de f', il va dépendre de 1 sur R1 moins 1 sur R2. Alors, on va commencer par la lentille biconvexe. Voilà. Voilà notre lentille biconvexe. Alors, il faut que je trouve le signe de 1 moins sur R1 moins 1 sur R2. Alors, regardez R1, il est de ce côté-là, c'est C1, le signe de C1. Alors, C1, il est dans le côté positif, donc ça veut dire que R1 est positif. D'accord? Et R2, C2, il est dans le côté négatif, ça c'est le système, si vous voulez, donc c'est le 0. Hein. C2, il se trouve de ce côté-là, donc il est négatif. Donc R2, il est négatif. Regardez, vous faites 1 sur R1. R1 est positif, donc ça c'est positif. Moins 1 sur R2. Et R2 est négatif, donc si R2 est négatif avec le moins, tout ceci sera positif. Donc 1 sur R1 moins 1 sur R2 sera toujours positif pour une lentille biconvexe. Et donc la lentille biconvexe, elle est convergente. D'accord? On passe à la suivante. Lentille plan convexe. Alors, pour par exemple R2. R2, bon, le C, il est ici, donc R2 est négatif. D'accord? Maintenant, R1, quand vous avez un plan, ça veut dire que c'est un rayon infini. Hein. N'oubliez pas que plus le rayon est petit et plus la courbure est grande. Par exemple, la Terre. La Terre, elle vous semble plate. Pourquoi? Sa courbure est presque nulle. Pourquoi? Parce que son rayon est très très grand. Donc, en fait, vous devez faire la différence entre le rayon et la courbure. Hein. La courbure, par exemple, ici, elle est nulle. C'est comme la Terre. Pourquoi? Parce que son rayon est grand. Et ici, vous avez un rayon qui est petit, donc vous avez une certaine courbure. Donc, quand vous avez quelque chose de plat, c'est comme si le rayon était infini. Hein. Donc, R1 tend vers l'infini. Et R2, comme C2 est du côté négatif, donc il est négatif. Donc, vous allez faire 1 sur R1. Ça, c'est 1 sur l'infini, donc c'est 0. Moins 1 sur R2, et R2 est négatif. Donc, si R2 est négatif, moins avec le moins, ça donne positif. Et donc, ça sera toujours positif. Donc, f' est supérieur à 0 pour une lentille plan convexe, et donc elle sera toujours convergente. Quel que soit ce que vous faites, elle sera toujours convergente. Maintenant, je pars au ménisque à bord mince. Donc, voilà le ménisque à bord mince. Alors ici, vous allez avoir quoi? Bon, je vous l'ai dessiné comme ça que vous voyez clair. Hein. Voilà R1. Le premier, voilà, je me suis trompé. Je me trompe tout le temps. Voilà,
Bon, c'est pas grave. Non, je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé. C'est pas grave. Parce que S1 et S2, c'est presque nul. Hein, je ne me suis pas trompé. Ça marche. Donc, ça, c'est, j'ai pris S2 comme étant S. D'accord? Donc, n'oubliez pas, S1 et S2, c'est l'épaisseur. Et l'épaisseur est presque nulle. Donc, S1, S2, c'est le même point. Donc, j'ai pris ce point-là comme étant S. Hein, c'est tout. Hein, d'accord? Donc, C1 par rapport à S, ça vous donne R1. Et C2 par rapport à S, ça vous donne R2. Ne dites pas, par exemple, pourquoi il n'a pas mis R2, pardon, R1 avec S1 parce que S1 et S2, c'est presque zéro ici. Hein. Ils sont presque confondus. Donc, c'est le même point. D'accord? Ça, c'est très, très petit. N'oubliez pas qu'on a dit que la condition de minceur, c'était S1, S2, très petit devant R1 et R2, et très petit devant leur différence. Donc, ça, c'est oublié, c'est presque nul. Hein, d'accord? Donc, voilà les rayons R1 et R2. Et alors, ici, on voit que tous les deux, ils sont à gauche. Donc, tous les deux, ils sont négatifs. Donc, R1 est négatif et R2 est négatif. Alors, quand je vais faire 1 sur R1 moins 1 sur R2, ce n'est pas le signe qui va me donner raison, mais c'est plutôt la grandeur. En valeur absolue, R1 est plus grand que R2. Donc, R1 est plus grand que R2. Donc, n'oubliez pas le grand cercle qui coupe le petit cercle. Donc, R1, ça, il est plus grand que le petit cercle. D'accord? Donc, on a comme je vous l'ai donné au départ, les deux cercles qui se coupaient. Donc, le R1, c'est un grand cercle. Et le R2, c'est un petit cercle. Donc, en valeur absolue, R1 est plus grand que R2. Mais comme R1 est négatif, donc, si je tiens compte du signe, R1 est plus petit que R2. Attention, ici, je parle de la valeur algébrique. R1 est négatif. Ne dites pas pourquoi il a écrit R1 plus petit alors qu'ici, il est plus grand. Il est plus grand en valeur absolue, hein, d'accord? En valeur absolue, c'est vrai, c'est plus grand, R1 est plus grand que R2. Mais quand je mets moins 15 cm et moins 10 cm, et bien moins 15, c'est plus petit que moins 10. Donc R1 est plus petit que R2. Donc quand j'inverse 1 sur R1 sur 1 sur R2, ben l'inégalité, elle est inversée. J'aurai 1 sur R1, c'est comme 2 est supérieur et inférieur à 3. Quand vous faites 1 sur 2, 1 sur 2 est supérieur à 1 sur 3. Donc, l'inégalité s'inverse. Donc, on aura 1 sur R1 supérieur à 1 sur R2. Et donc, si 1 sur R1 est supérieur à 1 sur R2, quand vous faites la différence ça moins ça, vous aurez toujours quelque chose de positif. Donc, F' est positif et le ménisque à bord mince est toujours convergent. Donc, voilà pour les trois premiers. Alors, pour les lentilles à bord épais, les plans concaves, biconcaves et ménisques à bord épais, ben, je vous laisse le soin de vérifier seul que ces lentilles à bord épais sont divergentes. C'est le même raisonnement. Vous allez faire exactement ce que j'ai fait, mais pour ces lentilles-là. Je vous conseille vivement de les faire. Hein. Donc, essayez de le faire. Ça peut je peux les poser sous forme de questions de QCM à l'examen. Donc, je vous suggère vivement de refaire les trois derniers. Alors, dernier exercice, exercice 3. Alors, soit 4 lentilles dont les caractéristiques sont les suivantes. Donc, la distance focale de N1, c'est moins 33, donc elle est divergente, F'. F' de L2, moins 50, elle est divergente. La vergence de L3, c'est plus 8, donc plus, elle est convergente. Et la vergence de... voilà, c'est L4 ici. Hein. C'est la dernière, hein, L4, ce n'est pas L3. L4, c'est moins 5 dioptries. Hein, donc, il y a une petite erreur. Quand je ferai les vidéos, j'essaierai de mettre un petit message pour corriger ces valeurs. Hein. Donc, la vergence de L4, c'est moins 5 dioptries et c'est divergent. Alors, on vous dit, donc c'est 1, 2, 3 et 4. Alors, on vous dit quelle lentille doit-on accoler pour disposer d'un système sans grandissement. On va dire ce que ça veut dire sans grandissement. Quelle est la longueur focale du système de lentilles formé par 2 et 3? Si vous accolez 2 et 3, qu'est-ce que vous obtenez? Et quelle lentille doit-on accoler pour former un système de vergence plus une dioptrie? Alors, première question, quelle lentille doit-on accoler pour disposer d'un système sans grandissement? Alors, un système sans grandissement, c'est comme, par exemple, la vitre de la fenêtre, une lame à face parallèle. Quand vous n'avez pas de courbure, vous n'avez pas de puissance.
Et quand vous n'avez pas de puissance, vous n'avez pas de grandissement. Donc, pour avoir un système sans grandissement, il faudrait qu'il soit afocal, c'est-à-dire que sa distance focale soit à l'infini, ou bien que sa vergence soit nulle. Ces systèmes-là, comme un miroir plan, un dioptre plan, tout ça, ce sont des systèmes qui n'ont pas de focale, ou bien leur focale est à l'infini, et leur vergence est nulle, ils n'ont pas de puissance. Quand vous envoyez un faisceau parallèle, il sort parallèle. Il ne va pas converger ou diverger. Ils n'ont pas de puissance. Donc, une lame, par exemple, la vitre, vous envoyez un faisceau parallèle, il va sortir parallèle. Un miroir, vous envoyez un faisceau parallèle, il va sortir parallèle. Une lentille, non. Si elle est convergente, elle fait converger les faisceaux. Si elle est divergente, elle les fait diverger. Donc, un système qui n'a pas de grandissement, c'est un système qui est, on dit, afocal. Il n'a pas de focale. Ou bien sa focale à l'infini, ou bien sa vergence est nulle. Alors, on rappelle donc que la vergence, c'est 1 sur f', donc dioptrie et en mètres. On calcule la vergence des lentilles. F' de L1, c'est moins 33. Donc, vous allez calculer la vergence. Ça sera, attention, vous allez faire 1 sur, pas 33, hein, mais en mètres, c'est-à-dire moins, vous allez mettre moins 0,33. Donc, 1 sur moins 0,33, c'est moins 3 dioptries. Ici, moins 50 cm, ça sera moins 0,5 mètres. 1 sur moins 0,5, ça donne moins 2 dioptries. Et V de L3, c'est 8, et V de L4, c'est moins 5 la dernière. Alors, quel système va me donner une puissance nulle? Ben, je vois que si je combine L3 plus 8 avec L4 moins 5 et L1 moins 3, ben, si je combine L1, L3 et L4, donc L1, L3 et L4, je vais avoir V de L1 plus V de L3 plus V de L4 égale moins 3 plus 8 moins 5 égale à 0. Donc, j'aurai une vergence nulle et donc un système afocal. Donc, on va combiner pour répondre à la question 1, ce sera L1, L3 et L4 qu'il faudra combiner. Deuxième question. Quelle est la longueur focale du système de lentilles donnée par 2 et 3? Donc, on rappelle V de L2, c'est moins 2 et V de L3, c'est plus 8. Donc, on vous demande la distance focale, donc on doit d'abord trouver la vergence. Donc, V de D2, donc L2 plus L3, ça sera la somme. V de L2 plus V de L3, on trouve plus 4 dioptries. Donc, quand vous les assemblez toutes les deux, ces deux lentilles, vous allez obtenir une lentille. Alors, je commets plein d'erreurs. Hein. Moins 2 plus 8, j'ai écrit 6, alors que normalement, c'est 8. Hein. Bon, c'est pas grave, et c'est le même raisonnement. Donc, c'est normalement moins 2 plus 8, ça donne plus 6. Hein. Donc, c'est plus 6 dioptries. Et automatiquement, F', c'est 1 sur V, donc c'est 1 sur 6 et non pas 1 sur 4. Et on trouvera 0,16, je pense, et quelques. Bon, ici aussi, c'est la même chose. Je me suis trompé. Mais le raisonnement, il est correct. Hein, d'accord? Alors, dernière question. Quelle lentille doit-on accoler pour former un système dont la vergence est de 1 dioptrie? Donc, je rappelle les vergences moins 3, moins 2, plus 8 et moins 5. Donc, qu'est-ce que vous combinez pour avoir une lentille de 1 dioptrie? Alors, on voit ici que si je combine 8 avec moins 5 et moins 2, j'obtiens plus 1. Donc, il faudra combiner L2, L3 et L4 parce que V de L2, c'est moins 2, plus 8 avec L3, moins 5 avec L4, ça donne 8, moins 7, ça donne bien une dioptrie. D'accord? Donc, il faudra combiner L2, L3 et L4. Voilà. Voilà, je vous dis merci pour votre attention et je vous souhaite de bonnes vacances. Hein. On les passera comme cette année, c'était un peu compliqué. Hein. Donc, je suis désolé que ça s'est passé de cette manière, mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut hein, et des fois, on n'a pas le choix. Donc, on essaie de s'adapter à la situation et d'essayer de faire le mieux qu'on peut. Hein. Alors, si vous avez des questions, je vous écoute. Hein. Sinon, on se verra au mois d'août. La rentrée, je pense, c'est le 23. On verra qu'est-ce qu'on pourra faire par la suite. Hein. Il y a d'autres parties, par exemple, les instruments d'optique, la physique nucléaire aussi, qu'on n'a pas faite. Bon, on essaiera de les faire après. Euh, voilà, si vous avez des questions, je vous écoute. N'hésitez pas. Hein.
Alors, la dernière diapo du deuxième exercice. Dernière diapo, deuxième exercice. Attendez. Attendez. Alors, deuxième exercice, dernière diapo. Je ne sais pas si c'est celle-ci ou pas. C'est ici, celle qui suit. Je revois ce que vous avez écrit. Dernière diapo du deuxième exercice. Ben, je suis dans le deuxième, dernière diapo, je pense que c'est celle-ci, non? Celle-ci? C'est la dernière. Ou celle d'avant? Page 23, je sais pas, page 23. La diapo 23? Page 23. Je suis dans la diapo 23. Hein? Oui, quelle est ta question? J'ai pas compris. C'est une question ou tu voulais juste voir? C'est bon? D'autres questions? Voilà, s'il n'y a pas de questions, donc je lève la séance et je vous dis donc pour les vidéos, j'essaierai de les éditer pour voir et les épurer pour corriger peut-être certains trucs et j'essaierai de vous les mettre sur la plateforme. Bon, ça me demandera un peu de temps parce que je dois les visionner les quatre. Donc, à chaque fois que je terminerai une, je vous dirai que c'est fait et c'est déposé sur la plateforme. Celle que la mienne, hein, pas celle de l'université, parce que celle de l'université, je ne peux pas mettre des vidéos qui sont ouvertes à tout le monde. Hein, d'accord? Donc, ce sera sur euh, la plateforme on se voyait avant. Voilà, je vous dis bonnes vacances encore une fois et à bientôt.